Bonjour à tous, merci de suivre cette présentation. Donc, je suis Benoît Vivier, je suis responsable des affaires publiques pour INA et je vais vous parler aujourd'hui de la localisation des appels d'urgence et vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on arrive à localiser les appels d'urgence aujourd'hui avec précision grâce aux nouvelles technologies disponibles et notamment la fameuse technologie AML, donc AML c'est pour Advanced Mobile Location. Et je vais vous expliquer dans cette présentation aujourd'hui un petit peu comment ça marche, quels sont les différents moyens de le faire et qu'est-ce qui se fait dans différents pays puis quelles évolutions attendre aussi de cette technologie-là. Donc, peut-être commencer par un petit mot d'introduction sur moi-même. Donc, je suis Benoît Vivier. Je suis responsable des affaires publiques pour INA, donc c'est-à-dire je travaille sur le suivi principalement des questions législatives. Donc, je suis basé à Bruxelles, donc c'est principalement sur la législation européenne. Tout ce qui est relatif aux services d'urgence, plus particulièrement aux communications d'urgence, mais également je suis un petit peu tout ce qui se passe sur d'autres aspects de la sécurité publique. Puis je travaille aussi beaucoup avec les autorités nationales dans chaque pays pour accompagner justement les autorités à mettre en place AML ainsi que d'autres technologies telles que les systèmes d'alerte à la population. Alors je suis français, je suis niçois, mais je suis basé à Bruxelles. Donc j'ai un accent qui est un peu entre les deux, ce qui est un peu bizarre parfois, donc désolé d'avance. Et donc, je travaille pour INA. INA, c'est une ONG enfin, INA, ça veut dire European Emergency Number Association. En français, on pourrait traduire ça par Association du numéro d'urgence européen. En fait, on est une sorte de plateforme de discussion entre différents professionnels de la sécurité publique. Donc, il y a des services d'urgence, des compagnies, des chercheurs académiques, des décideurs, etc. On essaie un petit peu de regrouper tout le monde et de discuter un petit peu ensemble sur comment améliorer les services d'urgence et la sécurité publique en général. Comme vous pouvez voir, on travaille, enfin, c'est principalement européen, on couvre presque tous les pays européens, mais on regarde aussi, bien sûr, tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est nos membres des services d'urgence, qui sont à peu près 1500. Ils couvrent 80 pays, ça nous permet d'avoir une vision sur ce qui se passe un peu partout. Et puis, ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est tout ce qui est l'échange des meilleures pratiques entre les services d'urgence. Si, par exemple, il y a quelque chose qui se fait très bien en France, on peut imaginer cela puisse inspirer les services d'urgence, on va dire en Pologne, ou alors si les services d'urgence en Espagne sont vraiment confrontés à un gros problème chez eux, peut-être que ce problème-là, il a déjà été solutionné, je sais pas, en Slovénie. Donc, on essaie un peu d'être là pour avoir une vision sur ce qui se passe et puis partager l'information. Notre mission, donc, c'est d'améliorer la sécurité et la protection de la population, ce qu'on essaie de faire à chaque fois. On fait ça à travers trois piliers. Le premier, comme je disais, le partage d'informations, rendre la connaissance disponible à tous. Donc, on essaie un petit peu d'identifier les meilleures pratiques et puis ensuite de les partager sous forme de documents, de webinars, d'événements. Tout est accessible, enfin, tout est en libre accès sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la documentation et aux webinaires qu'on organise, même si c'est principalement en anglais, toute cette connaissance, qui est un petit peu une limitation qu'on a. On essaie aussi d'être là pour faciliter les contacts entre différents acteurs. Donc, on organise régulièrement, en tout cas quand c'est possible de le faire physiquement, des événements justement afin de réunir tout le monde et de pouvoir discuter ensemble. Et puis également essayer de mettre en contact les gens. Hein. Peut-être que un pompier français va avoir besoin de prendre contact avec des pompiers en Italie pour échanger un petit peu ou pour organiser des voyages. Donc, nous, on peut faciliter ces contacts-là. C'est ce qu'on fait de temps en temps et on croit vraiment en le bien fondé de ces échanges physiques quand les conditions sanitaires, bien sûr, le permettent. Et puis, on essaie d'encourager le changement. C'est la traduction que j'ai trouvée pour Drive Change. Donc, pour ça, on établit beaucoup de contacts avec... alors déjà, on suit les questions législatives. On essaie parfois de les influencer quand on estime qu'elles vont pas assez loin. Et puis, on essaie de prendre contact aussi beaucoup avec, par exemple, certaines compagnies tech. Typiquement, là, sur AML, on va parler de Google et Apple. Donc, on est régulièrement en contact avec eux pour les accompagner dans certains projets qu'ils peuvent avoir aussi pour les services d'urgence en général, pour essayer d'améliorer les services d'urgence. Souvent, ils développent des produits, mais savent pas forcément toujours comment, si ça répond aux attentes des services d'urgence. Donc, on est là pour un peu les accompagner et les aider dans tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et donc, une des questions qu'on suit beaucoup et qu'on a suivi depuis de nombreuses années, c'est la question de la localisation des appels d'urgence. Il faut savoir que ça fait un moment que c'est un problème, et notamment depuis l'utilisation croissante des téléphones portables. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 à 80% des pays
pardon, des appels d'urgence qui sont faits depuis un téléphone portable. Et par principe, souvent, quand on est avec son téléphone portable, souvent on n'est pas chez soi, donc on ne sait pas toujours bien expliquer où on est. C'est pas toujours très simple. Et par exemple, il y a une étude qui avait été faite au Royaume-Uni en 2015. Donc le Royaume-Uni, c'est à peu près la population de la France, où il montrait que c'était 36 000 incidents dans l'année qui ont nécessité des recherches par les services de secours d'un temps supérieur à 30 minutes, parce que justement la personne au téléphone n'arrivait pas à dire, n'arrivait pas à expliquer où elle se trouvait. Donc c'est 36 000. Donc on imagine bien à quel point ça représente quelque chose. Souvent, les preneurs d'appel avec qui j'ai discuté, souvent me disent que c'est à peu près un appel sur 10 qui est difficile à localiser. Donc voilà pourquoi il y a vraiment, il y avait vraiment besoin de quelque chose, et notamment quand il y a eu cette étude en 2015, il n'y avait pas vraiment de technologie qui était disponible qui permettait de partager la localisation précise qui viennent des téléphones. Et pourtant, déjà en 2015, il y avait une grande partie de la population qui utilisait des smartphones pour plein de choses. Avec notre localisation, on pouvait faire plein de choses sur notre téléphone. Mais cette localisation, on n'arrivait pas à les envoyer au service d'urgence. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est née la technologie AML dont je vais vous parler un peu plus tard dans cette présentation. Alors, comme j'expliquais, on peut imaginer, il y a plein d'exemples qui, qui montrent que on peut pas toujours expliquer où on est. Il y a par exemple, parfois on est juste pas très familier avec l'espace où on se trouve. Il peut y avoir souvent des cas où les appelants sont en situation de choc psychologique parce que forcément c'est une urgence à côté. Donc ils savent pas toujours très bien expliquer où ils sont et savent pas très bien quoi faire, avoir des propos qui sont très clairs. Parfois on a du mal à trouver le nom de la rue aussi. Il se peut aussi que parfois, tout ce qui est pour les gens qui font des randonnées, parfois en montagne ou en forêt ou à la campagne, parfois, quand on est à la montagne, par exemple, c'est juste très difficile de dire où on est parce que ce qu'on voit, c'est juste des montagnes autour et des arbres, etc. Donc, donner une position précise, ça devient très difficile. Parfois aussi, en France, on a beaucoup de touristes aussi, donc c'est pas toujours très facile pour les gens de prononcer correctement le nom des villes et des rues. Ça peut vraiment créer des problèmes. Parfois, il peut y avoir des problèmes de mésentente entre le preneur d'appel et l'appelant, qui peuvent faire perdre de nombreuses minutes. Parfois, il y a des cas, c'est souvent le cas des appels de personnes qui veulent tenter de se suicider, qui veulent juste informer de ça, mais veulent pas donner leur localisation. Il y a aussi parfois simplement des appels qui coupent avant que la personne ait le temps de donner sa localisation, ou alors des enfants parfois qui appellent pour dire qu'il y a un problème, par exemple, avec leurs parents ou leurs frères ou leurs sœurs, mais qui connaissent pas leur adresse. Donc là, il y a encore un petit problème pour la localisation. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples, hein, il y en a plein, qui montrent que localiser les appels d'urgence est toujours un problème. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut justement localiser les appels d'urgence. Alors, comment est-ce qu'on peut estimer la localisation d'un appel? Il y a différentes technologies qui peuvent le permettre. La principale est celle qu'on a toujours utilisée, enfin qu'on a utilisée depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, à peu près au moins une vingtaine d'années. C'est la localisation obtenue par les réseaux. Donc ça, c'est simplement l'opérateur téléphonique qui conduit l'appel, qui sait dire plus ou moins d'où est passé l'appel, au moins à peu près dans quelle commune. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Mais comme je disais, maintenant, on utilise des smartphones qui sont équipés de moyens de localisation. Donc ces moyens de localisation, ils peuvent utiliser à la fois le signal satellite et le Wi-Fi. Donc pour ce qui est de la localisation par les réseaux, c'est simplement, en fait, c'est très simple. C'est la position de l'antenne téléphonique simplement qui est transmise au service d'urgence. Donc si là maintenant j'appelle les services d'urgence, je suis connecté à l'antenne A, dans ce cas-là, c'est simplement au service d'urgence, c'est la position de cette antenne qui est collectée. Alors l'avantage, c'est que c'est disponible partout et sur tous les téléphones. Donc même les téléphones qui sont pas des smartphones, ils peuvent justement avoir cette localisation. C'est estimé très rapidement, donc on peut tout de suite savoir où la personne se trouve. Mais malheureusement, c'est très imprécis. En moyenne, c'est 2 kilomètres. Donc 2 kilomètres, ça permet pas du tout de trouver une personne rapidement. Et 2 kilomètres, c'est une moyenne. Donc ça descend à 300, 500 mètres en ville, mais en montagne, ça va jusqu'à 30 kilomètres. Et donc là, on peut vraiment perdre beaucoup de temps si on n'arrive pas à mieux localiser la personne. Et puis, alors, on peut améliorer cette technologie, notamment améliorer la précision de cette technologie. Il y a deux possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle le sector ID. Donc, c'est-à-dire que ce cercle que vous voyez sur le dessin à l'écran qui va montrer la position de l'antenne, on peut diviser ce cercle. Souvent, ça se fait par 3.
Et donc, on peut dire, l'antenne téléphonique, elle est orientée de ce côté-là. Donc, on arrive à avoir un secteur qui est un peu plus précis. Ensuite, on arrive, mais là encore, c'est très cher à mettre en place. On peut arriver à calculer le temps de réception du signal entre le téléphone et l'antenne. Et donc, ça peut donner une estimation à peu près de où la personne se trouve. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, mais qui est cher et c'est pas forcément disponible partout. Il y a également possibilité d'obtenir une localisation qui est beaucoup plus précise à travers les appareils. Donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, il y a différentes possibilités. La première, c'est la localisation par satellite. C'est ce que on appelle communément le GPS, même si c'est une erreur de dire GPS, parce que GPS, c'est la technologie américaine de navigation par satellite, mais on a maintenant des systèmes européens ou russes même. Et donc souvent quand notre téléphone il va être connecté à différents satellites, que ce soit des satellites américains ou européens, souvent ils se connectent aux deux. Et donc le terme générique pour ça c'est GNSS. Donc ça j'ai pas besoin de vous expliquer les avantages que ça a, parce qu'on est tous très familiers avec ça quand on utilise beaucoup d'applications. Donc c'est forcément très précis, c'est gratuit. Par contre, malheureusement, c'est pas toujours disponible. Souvent, quand on est à l'intérieur ou dans des centres-villes, ou parfois même en forêt, c'est pas toujours très pratique. Enfin, c'est pas toujours possible d'obtenir le signal satellite. Et puis, ça peut aussi prendre du temps à établir. Ça peut prendre parfois jusqu'à 20 secondes, voire une minute avant d'avoir un signal GNSS. Donc, ça peut être un problème dans le cas d'une communication d'urgence. Et puis, c'est pas disponible sur tous les téléphones non plus. Il y a encore des gens qui n'ont pas des smartphones. Donc, c'est pour ça que c'est très bien le GNSS, mais c'est pas parfait non plus. Ça ne résout pas tous les problèmes. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que sur nos téléphones, sur nos smartphones, on peut aussi être localisé par le Wi-Fi. C'est souvent comme ça qu'on l'est quand on est à l'intérieur. On peut quand même utiliser des services de localisation. Parce on est localisé par les bornes Wi-Fi. Donc, c'est simplement globalement, enfin, pour faire court, c'est l'adresse du modem qui est utilisé pour estimer la position basée sur le Wi-Fi. L'avantage, c'est que pareil, c'est très précis, que ça fonctionne quand on est à l'intérieur ou quand on est en ville. Par contre, souvent, quand on est à l'extérieur ou quand on est en zone plus rurale, là, ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que ça complète bien le GNSS, en fait. Et comme pour le GNSS, c'est pas disponible sur tous les téléphones. Donc en fait, en gros, le meilleur moyen d'estimer la localisation d'un appel, c'est d'utiliser une solution hybride qui reprend les trois technologies, donc les réseaux et par les appareils mobiles. Alors, une fois qu'on a estimé la localisation de l'appel, ensuite la question est de savoir comment est-ce qu'on la transmet au centre d'appel d'urgence. Donc là, encore une fois, il y a différents moyens de la transmettre. On peut la transmettre simplement avec le réseau par la transmission de l'appel également. Les opérateurs téléphoniques peuvent dire, enfin, voilà où se trouve l'antenne. On peut la transmettre par SMS aussi. Donc c'est simplement on envoie un SMS au même numéro que vers là où on conduit l'appel et puis enfin même un numéro différent. On peut la transmettre également par Internet et puis par l'utilisation d'un canal vocal. C'est souvent ce qui est fait par eCall. Je vais pas trop détailler ça, mais en gros il y a différents moyens de transmettre une localisation au centre d'appel. Et donc ces différences qui existent entre l'établissement de la position et la transmission de la localisation des appels d'urgence au centre d'appel, justement, ça conduit au fait qu'il y ait différentes technologies qui sont disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle le Cell ID, c'est ce que j'évoquais quand je parlais de la localisation par les réseaux. Donc, Cell ID, c'est la position de l'antenne. Et c'est transmis aussi par le réseau, l'information. Il y a parfois dans certains pays, il y a des applications qui sont disponibles qui permettent de enfin là j'ai mis 112, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel numéro d'urgence. Ça permet de contacter les centres d'appel en envoyant aussi une localisation précise. C'est quelque chose qui peut bien marcher. Le seul problème, c'est que ça requiert le fait que l'utilisateur va télécharger et utiliser cette application, ce qui finalement marche pas forcément toujours. Donc on peut pas se baser seulement sur ces applications 112 ou d'autres numéros d'urgence. En France, on a une plateforme qui s'appelle Geolog 1812 qui est utilisée par les pompiers français qui marche très bien et qui a vraiment montré son efficacité, qui fonctionne sur le fait que si un appel d'urgence est passé et puis la personne ne sait pas expliquer où elle se trouve, dans ce cas-là, l'opérateur téléphonique des pompiers peut envoyer un SMS à l'appelant et ce SMS va contenir un lien et si l'appelant appuie sur ce lien, dans ce cas-là, la position va être
envoyés automatiquement par Internet aux pompiers. Et donc, ça marche assez bien. Le seul problème, c'est que ça demande quand même une certaine action de la part de l'appelant de devoir ouvrir le SMS, cliquer sur le lien, etc. Ce qui est pas toujours facile quand on est dans une situation d'urgence. Puis il y a aussi la technologie AML que je vais étudier, que je vais expliquer un peu plus en détail tout de suite. Et puis enfin, il y a aussi eCall enfin, on peut aussi être localisé par eCall. Donc ça, c'est eCall, c'est le dispositif qui est dans les voitures qui envoie, enfin, qui appelle directement les urgences en cas d'accident grave. Donc je vais pas trop expliquer ça aujourd'hui, mais juste pour expliquer aussi que c'est aussi, ça fait aussi partie de l'arsenal de technologies disponibles pour localiser les communications d'urgence. Alors, juste avant d'expliquer AML, je vais juste revenir dans un premier temps sur ce que dit la législation européenne sur la question de la localisation des communications d'urgence, parce que forcément la France est un État membre, donc on doit aussi appliquer le droit européen. Donc il y a déjà une obligation de localiser les appels d'urgence, ou plutôt je devrais dire les communications d'urgence dans la législation européenne. C'est un point qui est apparu avec la directive service universel qui a été adoptée en 2002 pour une application à partir de 2003. C'est une directive qui était en vigueur jusque l'an dernier et qui simplement établissait que chaque appel d'urgence doit être localisé, très simplement. Mais entre 2016 et 2018, il y a le Code européen des communications électroniques qui était en discussion, qui a été adopté en 2018 pour une application à partir de 2020, qui déjà change le terme d'appel d'urgence pour communication d'urgence, de manière à englober tout ce qui est les différents types de communication, notamment pour les personnes en situation de handicap, et principalement les personnes sourdes et malentendantes. Là, on parle de communication d'urgence qui doivent être localisées. Et, enfin, doivent être disponibles en général, mais aussi doivent être localisées. Donc, ça veut dire que quand les personnes sourdes et malentendantes peuvent, par exemple, utiliser un SMS pour alerter les services d'urgence, dans ce cas-là, ce SMS doit aussi être localisé. Donc ça, c'est un changement assez important qui est venu en 2020, enfin, en 2018, pardon. Et puis, un autre changement assez important, c'est que on a dit dans le texte clairement que désormais, les informations de localisation doivent être dérivées à la fois des réseaux, mais aussi dérivées des appareils mobiles. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux types différents de localisation, soit par les réseaux, soit par les appareils. Maintenant, on doit utiliser ces deux-là pour localiser les appels d'urgence. Donc, la législation de 2020 est quand même beaucoup plus précise que la directive service universel et va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que les États membres ont dû mettre en œuvre pour une date limite de décembre 2020. Donc en principe, maintenant tous les États membres doivent avoir transposé et appliqué cette directive. Dans les faits, c'est pas encore totalement le cas, mais d'ici, je pense, la fin de l'année 2021 ou début 2022, partout dans l'Union européenne, ces dispositions-là seront bien appliquées. Alors, il y a juste deux autres dispositions dont je voulais brièvement parler aussi. C'est la directive e-privacy qui est en cours de discussion, enfin, dont le changement est en cours de discussion. Mais c'est toujours le texte 2002 qui est en vigueur. Et dans ce texte, il y a une exception pour les services d'urgence pour obtenir à la fois le numéro de téléphone et les données de localisation de l'appelant sans avoir besoin de demander son consentement. Parce que souvent, enfin, pour les autres types d'appels, il faut demander le consentement de la personne. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin. On peut justement faire exception de ça dans le cas d'une communication d'urgence. Et ce texte est en cours de rénovation, comme je disais, mais on suit de près ce texte pour faire en sorte que cette exception reste valable. Enfin, il y a un règlement. Alors, enfin, c'est assez compliqué le titre de ce règlement délégué, mais il y a un règlement qui oblige à partir de 2022. Pardon, je crois que c'est en mars l'an prochain, qui dira que tous les smartphones vendus dans le marché unique européen doivent être équipés d'une technologie telle qu'AML, c'est-à-dire une technologie qui permet d'envoyer les données de localisation dérivées des appareils mobiles vers les services d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose qui va garantir le fait que si un jour il y a un nouvel acteur sur le marché européen, un nouveau fournisseur de smartphones, il devra faire en sorte d'avoir une technologie pour le faire. Donc on voit qu'avec ces différentes législations, on couvre à la fois l'aspect réception par les services d'urgence, réception de la localisation, mais aussi l'envoi depuis les smartphones. Bon, c'était une introduction de type assez longue, mais ça va nous permettre de comprendre maintenant bien en détail comment fonctionne
Cette technologie qui est AML. Donc AML, on peut traduire ça en français par localisation mobile avancée. Donc, je vais expliquer très simplement comment ça se fait. Alors, c'est dès que vous composez un numéro d'urgence, donc là, à l'image, il y a le 112, mais ça peut marcher avec les numéros d'urgence nationaux aussi. Dès que vous composez un numéro d'urgence et vous lancez l'appel, dans ce cas-là, votre téléphone va reconnaître qu'il y a une communication d'urgence qui est en train d'être passée. Et dans ce cas-là, il va activer le protocole AML qui se trouve dans le téléphone. Donc, une fois qu'AML est activé, le téléphone détermine automatiquement la localisation. L'utilisateur n'a rien à faire. Le téléphone va simplement se mettre à chercher la localisation, un peu comme si vous aviez lancé l'application Google Maps, par exemple. Donc là, il va utiliser les différents signaux, enfin, qu'ils ont. Donc il y a le signal par satellite, pardon, le Wi-Fi, mais également les données du réseau qui sont utilisées par les téléphones pour vous trouver. Une fois que cette localisation elle est déterminée, simplement, c'est très simple. Le SMS va envoyer automatiquement un SMS au service d'urgence en disant où vous vous trouvez, en vous donnant les informations, enfin en donnant au service d'urgence ces informations de localisation. Alors il y a une méthode de transmission alternative qui est par Internet. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Et puis, donc voilà, c'est ce qui est important d'insister, c'est que tout ça, ça se fait automatiquement. À partir du moment où vous appelez les services d'urgence, après, il n'y a aucune action qui est nécessaire de votre part. La localisation, elle est envoyée directement au service d'urgence. Ce qui est pour le coup la vraie valeur ajoutée d'AML par rapport à d'autres technologies, c'est le côté automatique de la transmission. Alors, des points assez importants aussi pour compléter ce que je viens de dire. C'est le premier, c'est que alors parfois il y a beaucoup de monde qui désactive par défaut la localisation de leur téléphone pour des raisons de confidentialité des données pour pas être tracé, mais aussi pour des questions de batterie. Dans ce cas-là, si la localisation avait été désactivée par l'utilisateur, celle-ci elle sera automatiquement activée pour la durée de la communication d'urgence, donc afin de garantir le bon fonctionnement d'AML. AML, ça fonctionne à un niveau de batterie minimal qui est préconfiguré par les autorités nationales dans chaque pays au moment où ils activent AML. La raison, c'est que parfois, si vous avez, disons, je sais pas, 2% de batterie, euh, peut-être que les services d'urgence veulent donner une priorité à l'appel vocal plutôt qu'à AML. Donc, voilà, ça peut consommer un petit peu de batterie, donc le fait d'avoir ce niveau de batterie minimal fait que on pourra garder surtout l'appel vocal, même si ça, encore une fois, il y a des services d'urgence qui ont décidé de supprimer ce niveau de batterie parce que certains expliquent que de la façon leur priorité c'est d'avoir la localisation. Donc ça, c'est vraiment à chaque autorité publique dans chaque pays de déterminer le niveau de batterie minimal. Alors, seulement sur Android pour le moment, mais ça fonctionne avec n'importe quel numéro d'urgence. Donc, en France, on n'a pas que le 112, on a différents numéros d'urgence. AML, ça peut fonctionner avec aussi, avec ces numéros d'urgence-là. Malheureusement, sur Apple, ça fonctionne sur des numéros seulement globaux, donc c'est-à-dire le 112 ou le 911. Donc ça, c'est encore une limitation d'Apple, mais ça peut changer dans un futur proche. Et puis enfin, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est que AML n'est pas une application. Il n'y a aucune action qui est nécessaire de la part de l'appelant. Tout est fait automatiquement. Et donc, où est-ce activé? Ça, c'est une question assez importante. Donc déjà, je voulais dire que c'est déjà installé sur tous les téléphones Android et Apple dans le monde. Android, c'est depuis 2016, je crois. Apple, c'est venu en 2018. Donc, c'est présent nativement sur tous les téléphones, enfin tous les systèmes d'exploitation, c'est plutôt là-dessus que c'est installé. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça doit être activé pays par pays quand les services d'urgence sont prêts, on va dire à la fois techniquement et opérationnellement à recevoir ces données-là. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des changements pays par pays. Et on voit sur cette carte que maintenant, la plupart des pays de l'Union européenne sont couverts par cette technologie. Alors en France, c'est en train d'être mis en place depuis plusieurs mois. C'est piloté par la NSC. Donc voilà, la France fait partie des pays où AML est disponible. On peut voir que ça marche principalement en Europe, mais il y a aussi quelques pays en dehors de l'Europe aussi qui ont mis en place AML. Et puis il y a pas mal de pays qui sont encore en train de travailler là-dessus. Donc je pense que si on se revoit dans un an, je pense que le nombre de pays aura largement augmenté. Alors juste un petit bémol aussi sur cette carte, c'est que il y a deux autres pays en Europe qui sont en gris sur cette carte, mais qui ont mis en place AML. Simplement que le déploiement
Pas encore public, c'est pour le moment confidentiel. Donc c'est pour ça qu'ils apparaissent en gris sur cette carte, mais on pourrait rajouter deux autres pays en fait sur la carte, voire trois même. Donc à quoi est-ce que ça ressemble à AML? Alors, je disais que AML c'était transmis par SMS. Simplement le SMS il ressemble à ça, donc c'est pas forcément très facile de déchiffrer, mais c'est pas ce que voient les preneurs d'appel en fait. Les preneurs d'appel simplement ils ont le contenu du SMS qui est directement mis sur leur carte. Donc en principe ils ont pas à lire tout ça, mais je voulais juste montrer un petit peu à quoi ressemble le SMS. On voit notamment que le SMS contient surtout ce qui est important, la latitude et la longitude. Donc ça, c'est simplement les coordonnées géographiques. Le rayon de précision, parce que c'est toujours affiché sous forme de cercle. Donc on a le rayon du cercle. Le temps de positionnement, donc ça c'était par exemple le 17 juillet 2013. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la méthode de positionnement aussi qui est détaillée. Si c'est positionné par GNSS, par Wi-Fi ou par les réseaux cellulaires. Et puis ensuite d'autres informations qui sont pas forcément très importantes d'expliquer aujourd'hui. Et puis je voulais vous montrer une comparaison un petit peu pour voir un petit peu quelle est la différence et la valeur ajoutée qu'apporte AML par rapport à ce qu'on avait avant. Donc avant, on se basait simplement, avant l'invention d'AML qui était en 2014-2015, on se basait principalement, enfin même uniquement sur la localisation par les réseaux, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est très imprécise, même si elle est disponible sur quasiment toutes les communications d'urgence. Donc ça, alors maintenant, on peut avoir d'autres comparaisons, mais à l'époque, on avait fait les premiers tests d'AML, donc c'était vraiment, c'était au tout début qu'il y avait ces comparaisons qui étaient faites, mais je les ai gardées parce que ça reste toujours très intéressant. Et on voit sur la gauche de l'écran, dans le cercle qui est le cercle vert, on voit ce qu'on obtient par la localisation par les réseaux. Et sur la droite, dans le cercle bleu, on voit ce qu'on a grâce à AML. Et on voit qu'avant, ben voilà ce que ça fait 2 kilomètres, c'est énorme. Et ça permet pas du tout de trouver une personne rapidement, et pourtant l'urgence pourrait l'imposer. Par contre, avec AML, on arrivait tout de suite à voir la maison et même l'endroit, enfin la terrasse, disons, d'où l'appel était passé. Ensuite, ça c'est des tests qui ont été faits en ville à Glasgow, donc on voit que, alors en ville, on a une localisation par les réseaux qui est un peu plus précise. Ici, on est à près de 200 mètres, mais en raison du tissu urbain de la ville, on peut encore perdre beaucoup de temps si on doit envoyer une ambulance autour de toutes ces rues. Donc AML justement permet quand même vraiment d'améliorer. Alors il faut forcément creuser un petit peu plus parce que après on ne sait pas si voilà on a ce cercle bleu, on ne sait pas si la personne est à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne sait pas à quel étage, etc. Mais c'est vraiment ça permet vraiment d'isoler dans quelle partie de la ville la personne se trouve. Puis un dernier exemple, ça c'est un exemple que j'aime beaucoup. Parce que d'un point de vue des services d'urgence, si on voit ce cercle vert, on ne sait pas du tout de quel côté de la rivière envoyer les ambulances ou les pompiers. Et justement, là, on peut perdre vraiment beaucoup de temps en essayant de passer par des ponts, etc. Et puis encore, on voit que même si on connaît le bon côté, il y a encore beaucoup de rues. Par contre, avec le cercle bleu qu'on obtient avec AML, donc c'est une localisation qui vient du Wi-Fi forcément, parce que l'appel était passé par l'intérieur aussi. On arrive à trouver dans quel bâtiment la personne se trouve. Encore une fois, c'est pas totalement suffisant. Il faut que l'opérateur téléphonique demande encore plus d'informations sur à quel étage la personne se trouve, mais c'est déjà un très bon point de départ. Et pour l'anecdote, ce bâtiment, c'est l'endroit où AML a été inventé, parce que ça a été inventé au siège de la partie service d'urgence de BT au Royaume-Uni, British Telecom. Et leur siège se trouve dans ce bâtiment à Glasgow. Alors toujours à quoi ça ressemble? Alors si on regarde les systèmes les logiciels des services d'urgence qu'ils utilisent, donc on a différents moyens d'afficher les positions AML. Donc par exemple, ça c'est au Royaume-Uni, ils voient pardon, excusez-moi, hop. Ça c'est au Royaume-Uni, ils voient justement les dernières positions qui ont été reçues. Donc on arrive à voir le rayon de précision, le moyen de positionnement. Et puis en cliquant en fait sur chacune des lignes, on arrive à voir vraiment à retrouver où la personne se trouve. Donc on voit qu'ici c'était très précis, c'était à 3 mètres près. Donc ça a permis tout de suite d'envoyer la solution de secours au bon endroit. Sur les services d'urgence irlandais, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que c'est bien de montrer les deux types de logiciels. Là c'est le logiciel de prise d'appel qui
qui je pense on peut retrouver pas forcément le même logiciel, mais le même type en France. Donc là, c'est justement là où l'opérateur téléphonique demande toutes les informations. À partir d'un moment, il reçoit un lien qui est détaillé ici en disant une position AML a été reçue. Et en cliquant sur le lien, l'opérateur téléphonique peut directement afficher sur sa carte où la personne se trouve. Donc on voit que là, par exemple, c'était encore une fois très précis la position qu'il a obtenue. Voilà, je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je voulais juste partager avec vous quelques success stories, on va dire, sur comment AML a permis de sauver plusieurs vies. Enfin, AML a déjà sauvé de nombreuses vies, mais j'ai pu obtenir quelques témoignages de services d'urgence et c'est toujours intéressant de voir ces histoires pour voir comment ça montre vraiment le potentiel d'AML pour améliorer les services d'urgence, pour améliorer la réponse justement d'urgence et améliorer, faciliter le travail des services d'urgence. Donc malheureusement, j'ai pas traduit chaque histoire, mais on peut facilement comprendre si vous avez accès aux slides aussi, vous pouvez copier-coller dans Google Translate. On voit par exemple des situations de personnes qui étaient des randonneurs en Nouvelle-Zélande qui étaient perdus. Ils marchaient autour d'une baie. Ils sont égarés, ils ont appelé les services d'urgence et ça savait pas expliquer où ils étaient. Les services d'urgence, grâce à ML, ont pu les trouver facilement et puis envoyer la solution pour les sauver. Je parlais tout à l'heure des situations d'appelants en panique aussi, des gens qui savent pas, parce qu'ils sont dans une situation d'un tel choc émotionnel qu'ils savent pas expliquer où ils se trouvent. Là, justement, un exemple qui vient d'Irlande. Il y a un passant dans la rue qui voyait qu'il y avait une personne qui avait un véhicule en feu avec une personne à son bord. Il savait pas au téléphone expliquer forcément la localisation je pense qu'il devait être, il ou elle devait être très stressé. Donc, grâce à ML, en fait, le preneur d'appel a tout de suite pu comprendre la localisation et là, souvent, verbalement, il demande une confirmation, c'est-à-dire l'opérateur va dire, je vois que vous êtes à tel endroit, est-ce que vous pouvez me le confirmer, qu'est-ce que vous voyez autour, etc. Donc là, simplement, en fait, AML, ça montre bien que ça remplace pas du tout les preneurs d'appel, mais ça aide les opérateurs téléphoniques à bien faire leur travail, en fait. Alors parfois, il y a simplement les gens qui savent pas où ils sont, ils savent pas toujours dire où ils sont. Là, il y avait un cas de quelqu'un qui était attaqué dans un parc à Londres et savait pas dire, enfin, ça savait même pas dans quel parc c'était. Il y a beaucoup de parcs là-bas, donc là, AML, ça permet effectivement de trouver enfin, depuis quel parc l'appel a eu lieu. Parfois, comme je disais, les appels qui coupent en pleine communication. Là, c'était le cas, c'était un passant dans la rue qui voyait un feu et puis en fait qui a simplement appelé le service d'urgence en disant je suis dans la rue, il y a un feu, venez, et puis qui a raccroché sans dire où il se trouvait. Donc là avec AML, les pompiers et ambulances ont pu être envoyés directement. Il y a un cas en Lituanie aussi, par exemple, d'un enfant qui connaissait pas son adresse, il était chez lui, il avait 7 ans apparemment, et a trouvé son père qui était inconscient ou mort, qui en fait avait une crise d'épilepsie. Il pouvait pas donner son adresse. Les services d'urgence lituaniens, la localisation qu'ils avaient à travers le réseau, c'était 14 kilomètres. Donc, on aurait perdu vraiment beaucoup de temps à trouver quelqu'un dans un rayon de 14 kilomètres. Mais grâce à ML, on a pu trouver directement où la personne se trouvait et puis intervenir à temps pour sauver ce père de famille. On voit aussi une comparaison ici en Estonie entre ce qui est reçu par les réseaux. Ici, c'est ce cercle ici à gauche. Et ce qui est obtenu par AML, c'est le cercle qui est ici à droite. Donc là, c'est des enfants qui étaient chez eux. Le grille-pain était en feu et ils connaissaient pas leur adresse. Donc, on a pu envoyer directement les pompiers pour les sauver. En plus, on voit que la localisation par les réseaux était même pas du tout correcte. En fait, elle était à côté, mais elle était pas correcte. Ça arrive de temps en temps aussi. J'expliquais qu'il y avait des problèmes linguistiques et il peut y en avoir dans pas mal de pays, avec notamment les touristes, mais aussi, par exemple, là c'était en Finlande. La Finlande, c'est un pays où il y a 2 langues officielles, donc parfois ça peut créer des confusions si on n'épelle pas correctement les noms. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué aussi. Au Royaume-Uni, il y a enfin bon, ça existe partout, mais c'était un cas qui était rapporté au Royaume-Uni, des personnes à la difficulté mentale, donc qui savent pas forcément expliquer de la manière la plus claire possible là où ils se trouvent.
Donc, est-ce qu'il est en train de se passer? Donc, grâce à ML, justement, il y a une personne à difficulté qui a pu être sauvée grâce à la technologie. Je parlais des appels précédant une tentative de suicide. Ça, c'est assez courant. Grâce à ML, on arrive à intervenir à temps aussi. Il y a eu des situations aussi dans la rue où la personne ne savait pas expliquer exactement où elle se trouvait dans la rue. Typiquement aussi pour les cas d'accidents de voiture, souvent sur l'autoroute, on ne sait jamais très bien expliquer où on se trouve. Parfois, si on a fait attention au panneau, on sait dire qu'on est entre deux sorties, mais c'est même pas toujours le cas. Donc là, ML, ça aide quand même vraiment beaucoup. On peut voir ici une comparaison également qui vient d'Estonie. On voit qu'ici, à travers les réseaux, on savait dire, en tout cas, dans quelle ville la personne était, mais on n'en savait pas plus sur quelle route. Par contre, grâce à ML, on savait vraiment dire, on pouvait vraiment dire sur quel croisement la personne se trouvait. Voilà, puis je vais finir cette présentation pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui va venir sur ML, qu'est-ce qui est, sur quoi est-ce qu'on on travaille encore sur ML, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc la première, c'est sur la question du roaming. Alors en France, on a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, et c'est pas toujours facile de localiser les personnes qui viennent de l'étranger, qui appellent les services d'urgence pour des questions techniques. En fait, comme je disais, AML quand c'est transmis par SMS, et un problème avec les SMS, c'est que quand ils sont envoyés, ils ont tendance ils reviennent dans leur pays d'origine. Donc c'est-à-dire que moi, avec mon téléphone belge, si je vais en France, alors il y a AML qui peut être activé quand j'appelle les services d'urgence, mais le SMS, il va retourner en Belgique et du coup, il peut potentiellement arriver vers les services d'urgence belges qui sauront pas quoi faire en fait avec cette localisation. Donc c'est pour ça il faut justement trouver des solutions techniques qui permettent ce SMS, pardon, qui permettent à ce SMS de rester ou de revenir en France pour les services d'urgence. Donc il y a différentes solutions possibles. La première, c'est une solution qui est en train qui a été mise en place en Belgique. Consiste à empêcher le SMS on va dire, de quitter la France. Donc, il va rester en France et va être routé vers le bon centre d'appel. On peut aussi router le SMS vers un numéro long. Donc, c'est-à-dire, si moi, je vais en France avec mon numéro belge, mon téléphone peut dire que, OK, dans le cas où je dois envoyer un message AML en France, dans ce cas-là, je l'envoie vers un 0033, quelque chose. Comme ça, mon SMS, certes, il va retourner en Belgique. Une fois en Belgique, il va revenir vers la France, en fait. Et ça, c'est activé dans plusieurs pays. Malheureusement, il y a un taux d'échec de la transmission qui est quand même assez élevé. Donc, c'est pour ça que c'est pas la solution idéale. Et puis, en plus, il y a le fait que je serai facturé pour l'envoi de ce SMS-là. Donc, c'est pour ça que ça, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est déjà quelque chose qui existe. Après, quand on utilise Internet comme méthode de transmission, donc comme alternative au SMS, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème parce qu'on peut forcément envoyer des messages par IP. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, c'est le coût d'une connexion Internet. C'est très faible, mais ça reste un coût. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus la meilleure solution. Il y a beaucoup de services d'urgence en Europe qui sont en train de travailler sur la première solution que j'ai développée. Une autre évolution, et quand je parlais de la législation européenne, je disais que maintenant les communications pour les personnes sourdes et malentendantes doivent aussi être localisées. En fait, on a moyen de faire marcher AML pour les SMS. Donc, par exemple, en France, on a le 114. Les personnes, tout le monde peut envoyer un SMS vers le 114. En fait, à partir du moment où j'envoie un SMS vers le 114, mon SMS, il va aussi activer AML. Et style 20 secondes après mon SMS d'alerte au service d'urgence, mon téléphone va automatiquement envoyer ma position au service d'urgence. En tout cas, s'il arrive à trouver une position. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis peu. Pour le moment, c'est que sur Android. J'espère que ça marchera sur Apple aussi parce que il y a pas de raison. Donc on voit qu'il y a pas mal de certains pays européens qui ont mis en place ce système-là et les autres sont en train d'y travailler. Donc ça fait partie des évolutions intéressantes qui ont lieu en ce moment. On est en train de se poser la question aussi sur peut-être changer le contenu de SMS pour peut-être ajouter quelques informations additionnelles. Donc, par exemple, typiquement l'altitude, ça pourrait peut-être servir au service d'urgence.
et non seulement l'altitude, mais aussi la détection de l'étage. Donc, c'est-à-dire, on saura dire que la personne est au quatrième étage. Ça, c'est assez difficile à faire techniquement parce qu'il faut aussi avoir des bases de données sur les bâtiments. Mais c'est quelque chose enfin, sur lequel beaucoup d'acteurs sont en train de se poser la question, de savoir comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, peut-être que sûrement dans le futur, ce sera aussi disponible. On peut peut-être penser aussi à, c'est quelque chose sur lequel Google réfléchit, c'est ajouter la langue qui est configurée sur l'appareil. Donc, c'est pas forcément, ce sera, bon, dans la plupart des cas, ce sera la langue maternelle de la personne. Il y en a qui décident de changer. Mais au moins, ça peut donner une indication si jamais un preneur d'appel reçoit un call dans reçoit un appel dans une langue qu'il comprend pas. Au moins, il saura quelle est la langue maternelle de cette personne et pourra peut-être utiliser facilement un service de traduction. On peut imaginer aussi les transmissions de certaines données médicales, style le groupe sanguin, etc. Même si ça paraît difficile à imaginer pour des questions de législation en matière de confidentialité des données, notamment les données médicales. Enfin, il y a des travaux de standardisation qui ont lieu, notamment à l'ETSI, à Sophia Antipolis, justement pour standardiser AML. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours pour le moment. Il y a déjà 2 documents qui ont été produits. Et puis, voilà pour les principaux défis et évolutions. Donc, bon, je peux pas prendre de questions malheureusement, mais n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur AML. Il y a toutes les informations que vous cherchez qui sont sur le site ina.org/AML. Donc, il y a notamment des infos sur le fonctionnement d'AML. On a une foire aux questions. Également des documents webinaires qui sont disponibles sur le sujet. Et puis, on a un document qui est intéressant qui s'appelle AML Report Card, qui est publié tous les ans, qui montre dans chaque pays comment AML fonctionne, comment il est mis en place, avec quelles évolutions dont je parlais. Donc, c'est un document d'une centaine de pages. La dernière version date de novembre. Et là, vous trouverez encore plein d'informations. Et puis, vous pouvez également me contacter. Alors, l'image est un peu trompeuse parce qu'il faut pas faire le 112 pour me contacter. Vous pouvez me contacter par email ou par Twitter. Je suis joignable. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus aujourd'hui. Merci.